La chasse au trésor de O. Henry, lu par Fabienne Prost. La chasse au trésor. Il y a de nombreuses espèces d'imbéciles. S'il vous plaît, que tout le monde reste assis, jusqu'à ce que chacun soit appelé individuellement. J'avais été toutes les espèces d'imbéciles, excepté une. J'avais dépensé mon patrimoine, compensé mon mariage, joué au poker, au tennis, à la bourse. Je m'étais séparé de mon argent par des moyens variés et rapides. Mais il y avait un rôle de fou ou de bouffon que je n'avais pas encore joué. C'était celui du chercheur de trésors enfouis. Rares sont les gens dont s'empare cette délectable fureur. Mais parmi tous les émules du roi Midas, aucun ne s'est livré à une poursuite aussi riche en exquises promesses. Ici, je dois délaisser mon thème pour quelques minutes. J'étais un imbécile de l'espèce sentimentale. Je vis May Martha Mangum et devins son esclave. Elle avait 18 ans et la couleur des touches blanches d'un piano neuf. Elle était belle et douée de l'exquise solennité et du pathétique ensorcellement d'un ange immaculé, condamné à vivre dans une petite et morne ville de prairie du Texas. Elle avait un esprit et un charme qui auraient pu lui permettre de cueillir comme des framboises les rubis de la couronne de Belgique ou de n'importe quel autre royaume sportif. Mais elle ne le savait pas, et ce n'est pas moi qui allais le lui apprendre. Ainsi, voyez-vous, je voulais May Martha Mangum, absolument et exclusivement. Je la voulais pour moi, pour vivre sous mon toit et ranger mes pantoufles et ma pipe tous les jours, à des endroits où on ne les retrouve jamais le soir. Le père de May Martha était un homme caché derrière des favoris et des lunettes. Il avait consacré sa vie aux punaises, aux papillons et à tous les insectes qui volent, qui rampent ou qui bourdonnent et qui se glissent dans votre dos ou dans le beurre. C'était ce qu'on appelle un étymologiste ou quelque chose comme ça. Il passait sa vie à tamiser l'atmosphère pour attraper des petites bêtes et ensuite il leur passait une épingle à travers le corps et leur donnait des noms injurieux. Toute sa famille se composait uniquement de lui et de May Martha. Il la louait hautement comme un remarquable spécimen de la Racibus humanus parce qu'elle veillait à sa nourriture, rangeait ses vêtements et remplissait d'alcool les petits flacons où il conservait ses victimes. Les savants, dit-on, sont sujets à des distractions. Il y avait quelqu'un d'autre qui trouvait May Martha Mangum hautement désirable. C'était Goodloe Banks, un jeune homme qui venait tout juste de finir ses études. Il possédait tous les perfectionnements que l'on peut acquérir par les livres. Le latin, le grec, la philosophie et spécialement les branches supérieures de la mathématique et de la logique. S'il n'avait pas eu l'insupportable habitude de déverser tout ce savoir ou tout cet enseignement sur chaque personne à laquelle il s'adressait, je l'aurais assez apprécié. Mais même comme cela, lui et moi étions, ou tout au moins paraissions, les plus grands copains du monde. Nous nous réunissions le plus souvent possible parce que chacun de nous désirait extraire de l'autre le moindre signe qui lui permit de déceler dans quelle direction soufflait le vent qui provenait du cœur de May Martha Mangum. Une métaphore un peu risquée. Goodloe Banks n'en aurait jamais perpétré une pareille. Telles sont les mœurs des rivaux. Donc, Goodloe s'adonnait aux livres, aux manières, à la culture, l'autre, pas la vraie, au canotage, à l'intellect et aux vêtements. Quant à moi, je me préoccupais plutôt de baseball, de débats oratoires, réunions contradictoires du vendredi soir et d'équitation. Mais dans toutes nos conversations particulières et au cours de nos visites chez May Martha, ni Goodloe ni moi ne pouvions arriver à découvrir lequel de nous deux elle préférait. May Martha était une petite cachottière de naissance, et depuis son berceau, elle savait mettre les gens à la devinette. Comme je l'ai dit plus haut, le vieux Mangum était distrait. Il finit cependant par s'apercevoir un jour, ce doit être un petit papillon qui le lui a pris, que deux jeunes gens
essayait de jeter un filet sur la tête de la jeune personne de sa famille qui s'occupait de son intérieur. Je n'aurais jamais cru que des savants puissent grimper aussi haut à la poursuite des circonstances. Le vieux Mangum étiqueta et classifia oralement et facilement Goodloe et moi-même parmi les ordres les plus bas des vertébrés, et en anglais par-dessus le marché, sans prendre la peine d'envelopper ses allusions dans du latin de cuisine. Il termina cette énumération en nous informant que si jamais il nous attrapait à rôder autour de sa maison, il nous ajouterait à sa collection. Goodloe et moi ne nous montrâmes pas pendant 5 jours, pour donner le temps à l'orage de se calmer. Lorsque nous osâmes enfin revenir à la maison, May Martha Mangum et son père étaient partis. Partis. Leur maison était fermée. Leur mobilier, leurs provisions et la collection du vieux, tout était parti. Et May Martha n'avait laissé aucun mot d'adieu, ni à Goodloe, ni à moi. Pas même un bout de papier blanc épinglé à un buisson et flottant au vent, pas même une inscription à la craie sur le poteau de la grille, pas même une carte postale qui pût nous fournir le moindre indice. Pendant 2 mois, Goodloe Banks et moi, chacun de notre côté, essayâmes tous les procédés possibles et imaginables pour dépister les fugitifs. Nous usâmes de nos relations amicales avec le guichetier de la gare, avec les entrepreneurs de transport, avec les conducteurs de train et avec notre seul et unique policeman, mais sans résultat. Alors nous devînmes meilleurs amis et pires ennemis que jamais. Nous nous réunissions dans la salle du fond chez Snyder tous les soirs après le travail et jouions au domino en buvant des demi, et nous nous tendions mutuellement des pièges au cours de notre conversation pour tâcher de découvrir si l'un de nous avait découvert quelque chose. Telles sont les mœurs des rivaux. Goodloe Banks avait une façon sarcastique d'étaler son instruction et de me reléguer dans la classe qui en était encore au premier livre de lecture. J'aimais bien Goodloe, bien que j'eusse du mépris pour son instruction supérieure, et j'ai toujours été considérée comme ayant un bon caractère. C'est pourquoi je sus me contenir. Et comme j'essayais de savoir s'il savait quelque chose au sujet de May Martha, je supportais sa compagnie. Un après-midi, tandis que nous parlions de l'éternelle question, il me dit « Suppose que tu la trouves, Ed. À quoi cela te servira-t-il? Miss Mangum a un cerveau. Peut-être est-il encore partiellement en friche, mais elle est destinée à des choses plus hautes que tout ce que tu pourrais jamais lui offrir. Je n'ai jamais causé avec quelqu'un qui me parut apprécier davantage l'enchantement des poètes et des écrivains anciens et des cultes modernes qui se sont fabriqués une philosophie de la vie et nous la cèdent à bon compte. Ne crois-tu pas que tu perds ton temps à la rechercher? Mes idées d'un foyer heureux, répondis-je, se résument en une maison de 8 pièces au milieu d'un bosquet de chênes verts sur les bords d'un charco dans une prairie du Texas. Un piano, continuai-je, automatique de préférence, dans le salon, 3000 têtes de bétail sans clôture pour commencer, un phaéton à 2 chevaux attaché à un poteau pour la patronne, et May Martha Mangum, qui dépense les bénéfices du ranch comme ça lui plaît, et qui vit sous mon toit, et qui range mes pantoufles et ma pipe tous les matins dans des endroits où on ne peut pas les retrouver le soir. Voilà, dis-je, ce qui doit être. Et zut, un triple zut puissance 3 pour tes curriculums, tes cultes et ta philosophie. Elle est destinée à de plus grandes choses, répéta Goodloe Banks. Quelle que soit la chose à laquelle elle est destinée, répondis-je. Pour le moment, elle n'est pas dans les rayons, et je la trouverai aussitôt que je pourrai, sans l'aide des collèges. Goodloe poussa un domino et gagna la partie. Quelques jours plus tard, un jeune fermier de ma connaissance vint en ville et m'apporta un papier bleu plié. Il me dit que son grand-père venait de mourir, je dissimulai une larme, et il poursuivit en m'informant que le vieillard avait jalousement conservé ce papier pendant 20 ans. Il l'avait laissé à sa famille comme une part de ses biens, le reste se composant de 2 mules et d'une hypoténuse de terre non cultivable. Le papier de cette feuille paraissait être le même que celui qui était utilisé durant la guerre de Sécession.
La note était datée du 14 juin 1863 et décrivait l'endroit où se trouvaient cachées 10 années de pièces d'or et d'argent évaluées à 300 000 $. Le vieux Rundle, grand-père de son petit-fils Sam, avait eu les renseignements d'un prêtre espagnol qui avait participé à l'enfouissement du trésor et qui mourut de nombreuses années avant. Non, après, dans la maison du vieux Rundle. Le vieux Rundle avait écrit la note sous sa dictée. « Pourquoi votre père ne s'est-il pas mis à la recherche de ce trésor ?» demandai-je au jeune Rundle. « Il devint aveugle avant de pouvoir le faire, » répliqua-t-il. « Pourquoi ne l'avez-vous pas fait vous-même » demandai-je encore. « Parce que, » répondit-il, « je n'ai connu ce papier qu'il y a 10 ans. Ensuite, il y a eu le labourage de printemps à faire, et puis le herçage, et puis le rentrage des foins, et puis après l'hiver est venu, et puis l'année d'après, ça a recommencé, et puis ça a été comme ça tout le temps depuis. » Tout cela me parut parfaitement raisonnable. C'est pourquoi je conclus un accord aussitôt avec le jeune Lee Rundle. Les instructions données par les papiers étaient simples. Toute la caravane de bourricots chargée du trésor était partie d'une vieille mission espagnole dans le comté de Dolores. Elle se dirigea plein sud, au moyen de la boussole, et atteignit la rivière Alamito, qu'elle traversa. Puis les caravaniers enfouirent le trésor au sommet d'une petite colline, ayant l'aspect d'un bas, et qui se trouvait elle-même entre 2 collines un peu plus hautes. Un tas de pierres marquait l'endroit où le trésor se trouvait enfoui. Tous les gens de la caravane, sauf le prêtre espagnol, furent tués par les Indiens quelques jours plus tard. Le secret était un monopole. Il me parut bon. Lee Rundle proposa son plan de campagne. Il consistait à se procurer du matériel de campement, un géomètre pour nous mettre sur la voie à partir de la mission espagnole, et ensuite à dépenser les 300 000 $ à faire la bombe à Fort Worth. Bien que je n'eusse pas reçu une haute éducation, je connaissais un moyen de gagner du temps et de l'argent. Nous nous rendîmes au bureau du cadastre de l'État et nous procurâmes une esquisse suffisante de toutes les étendues de terrain allant de la vieille mission à la rivière Alamito. Sur cette carte, je traçai une ligne plein sud qui se dirigeait vers la rivière. Les dimensions de chaque section cadastrale du terrain étaient soigneusement indiquées sur l'esquisse. Grâce à celle-ci, nous trouvâmes le point où la caravane avait traversé la rivière, et nous reliâmes ce point avec un point important et parfaitement connu de la section de Los Animos, longue de 5 lieues, un ancien cadeau du roi Philippe V d'Espagne. En opérant ainsi, il n'était plus nécessaire de faire tracer la ligne par un géomètre. C'était une grande épargne de temps et de dépenses. Alors Lee Rundle et moi équipâmes une carriole à 2 chevaux avec tous les accessoires nécessaires et parcourûmes les 149 milles qui nous séparaient de Chico, la ville la plus proche du point que nous désirions atteindre. Là, nous dégotâmes un petit géomètre adjoint local. Il nous dessina le coin de la section de Los Animos, traça sur notre plan les 5720 varas situés à l'ouest, conformément aux instructions du papier, mit un caillou sur le point ainsi repéré, prit un café, des œufs au bacon, et monta dans la diligence qui devait le ramener à Chico. J'étais à peu près sûr que nous trouverions ces 300 000 $. La part de Lee Rundle ne devait être que d'un tiers, parce que c'est moi qui payais tous les frais. Avec ces 200 000 $, je savais que je trouverais May Martha Mangum si elle était encore sur la terre. Et avec les mêmes, je pouvais payer au vieux Mangum le premier élevage de papillons du monde dans son pigeonnier, si je pouvais trouver ce trésor. Lee et moi installâmes notre campement. De l'autre côté de la rivière, nous apercevions une douzaine de petites collines entièrement couvertes de cèdres, mais aucune n'avait la forme d'un bas. Cela ne nous découragea pas. Les apparences sont trompeuses. Un bas, tout comme la beauté, peut n'exister que dans l'œil du contemplateur. Le petit-fils du trésor et moi-même examinâmes ces collines couvertes de cèdres avec l'attention d'une femme qui court après une puce. Nous explorâmes tous les flancs, sommets, circonférences, élévations, angles,
pentes et concavités de chacune de ces collines sur une longueur de 2000 en aval et en amont de la rivière. Nous y consacrâmes 4 jours. Puis nous attelâmes les 2 chevaux et reparcourûmes les 149 milles qui nous séparaient de Concho City. Pendant le voyage de retour, Lee Rundle mastiqua une grande quantité de tabac. C'est moi qui conduisais, et vivement, car j'étais pressé de rentrer. Peu de temps après notre infructueuse expédition, je rencontrai Goodloe Banks dans la salle du fond de Snyder, et nous nous mîmes à jouer au domino et à tâcher de nous extirper mutuellement comme auparavant toutes informations utiles sur le sujet qui nous tenait le plus à cœur. Je racontai à Goodloe ma chasse au trésor enfoui. « Si j'avais trouvé ces 300 000 $, lui dis-je, ça m'aurait permis de passer au crible toute la surface de la terre pour trouver May Martha Mangum. »« Elle est destinée à de plus grandes choses, » répéta Goodloe. « Je la trouverai moi-même. Mais dis-moi, comment tu fis pour découvrir l'endroit où cette fortune introuvable fut imprudemment enfouie ?» Je lui racontai l'affaire dans tous les détails. Je lui montrai l'esquisse du dessinateur avec toutes les distances distinctement marquées. Après avoir jeté sur le papier un coup d'œil supérieur, Goodloe se renversa sur sa chaise et me foudroya d'une explosion de rire sardonique, hautaine et collégial. « Mais, mon pauvre Jim, dit-il, quand il put enfin parler, tu es un imbécile. C'est à toi de jouer, dis-je patiemment, en tripotant mon double 6. 20, dit Goodloe, en faisant 2 croix sur la table avec la craie. Pourquoi suis-je un imbécile ? Demandai-je. On a trouvé déjà bien des fois des trésors enfouis. Parce que, dit-il, en calculant le point d'intersection de votre ligne avec la rivière, vous avez négligé d'introduire la variation. La variation, à cet endroit, doit être d'environ 9 degrés ouest. Prête-moi ton crayon. Goodloe Banks fit rapidement un petit dessin sur le dos d'une enveloppe. La distance, dit-il, de la mission espagnole à la rivière, selon une direction nord-sud, est exactement de 22 000. Cette distance fut parcourue au moyen d'une boussole, d'après ton histoire. En tenant compte de la variation, le point de la rivière Alamito, où vous auriez dû rechercher votre trésor, est exactement à 6 945 varas à l'ouest de l'endroit où vous avez abouti. Quel idiot tu es, mon pauvre Jim. Qu'est-ce que c'est que cette variation dont tu parles ? Demandai-je. Je croyais que les chiffres ne mentaient jamais. C'est, répondit Goodloe, la variation. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.